Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture, le patrimoine et l'héritage du passé que nous chérissons aujourd'hui et que nous souhaitons transmettre aux générations futures. Qu'il soit matériel ou immatériel, sa préservation est une nécessité fondamentale pour le présent et l'avenir. Elle nourrit notre âme, nous enseigne notre passé et forge notre avenir en tant que citoyens du monde. Elle permet d'assurer la transmission de nos connaissances, de nos valeurs et nous évite qu'ils s'éteignent avec la dernière génération qui le détient. Et nous allons justement décrypter l'enjeu capital de la conservation du patrimoine matériel et immatériel avec mon invité ce soir, Ilyes Bougendar. Vous êtes architecte et acteur associatif, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Mariam, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, quand on parle de patrimoine, c'est un bien grand mot. Il y a un fourre-tout dans lequel on peut mettre pas mal de choses. Il y a le patrimoine matériel, immatériel. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Exactement, donc très bonne introduction. Donc le patrimoine, comme tu as bien explicité, c'est un carrefour, c'est un mot, c'est un champ très très vaste. Et pour simplifier, c'est tout ce que nous héritons du passé et nous jugeons que c'est digne de préserver. Et nous faisons des efforts pour préserver aujourd'hui afin de transmettre aux générations futures. Donc ça, c'est pour donner une définition qui est assez simple du patrimoine. Donc le patrimoine, globalement, il est sur deux, il divise sur deux. Il y a le patrimoine matériel et immatériel. Donc le patrimoine matériel, qui est donc bien évidemment patrimoine architectural, patrimoine paysager, naturel, archéologique, donc les monuments, les bâtiments, donc les sites naturels, archéologiques. Donc, tout ce qui a une consistance physique. Tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher, donc, pour simplifier. Donc l'immatériel, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Donc c'est le savoir-faire artisanal. Donc, par exemple, le zellige, c'est un patrimoine matériel, mais le savoir-faire artisanal du zellige, c'est un patrimoine immatériel. Donc, voilà. Et donc, c'est le patrimoine culinaire, gastronomique, c'est le patrimoine oral, le conte. Donc, c'est voilà, tout ce qui est vestimentaire. Donc, tout ce qu'on... Voilà. Si on devait faire un petit état des lieux du patrimoine actuel, justement culturel marocain, qui est très riche et diversifié, bien évidemment. Oui. Alors, donc, nous avons l'immense chance d'être marocains, parce que le Maroc, déjà depuis la nuit des temps, donc depuis les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, jusqu'à les Idrissides, avec l'ensemble des dynasties, jusqu'à les Alaouites maintenant. Donc, on était, de par notre histoire et de par notre position géographique, donc on était toujours une terre de brassage. Donc, une terre de brassage multiculturel, donc, entre l'Orient et l'Occident, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire on a le Rif, on a les provinces sahraouis, on a le Nord, donc on a les oasis, donc ça c'est de par les régions, le patrimoine donc régional. Par la suite, on a c'est-à-dire le Melhoun, l'Andalousie, Chabi, l'Aïta, c'est-à-dire le Qftan, Djellaba, donc dans tous les secteurs, c'est-à-dire culturels, on a la chance d'avoir une diversification régionale et du coup une grande diversification, c'est-à-dire culturelle et patrimoniale dans chaque secteur. Donc ça, c'est très riche. Tboreda aussi. Bien évidemment, Tboreda, Gnawa, donc on peut, voilà. En quoi, en tout cas, ce patrimoine culturel, matériel et immatériel est un outil essentiel de la cohésion nationale et de la construction identitaire justement de chaque citoyen marocain. Évidemment, donc il y a une citation qui est phare dans ce domaine. On dit « si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait où on va partir ». Donc, et il y a une autre citation qui dit donc, « le plus court chemin de l'homme à l'homme, c'est à travers la culture ». Donc c'est-à-dire le patrimoine aujourd'hui, c'est-à-dire on est chanceux qu'il y a une prise de conscience qui est, c'est-à-dire de plus en plus, qui évolue, que le patrimoine, ce n'est pas un luxe. Non. Le patrimoine, c'est un secteur vital, donc, qui permet bien évidemment la floraison économique, qui permet, c'est-à-dire que l'individu, c'est-à-dire le citoyen, développe son sentiment d'appartenance, donc son identité, donc il sait qu'il ne vient pas du néant, donc il a
un grand bagage, une grande identité, un immense héritage de plusieurs siècles. Et du coup, s'il comprend ça, s'il prend, c'est-à-dire conscience de ça exactement, il a un sentiment de fierté. Ce sentiment de fierté, ce n'est pas un luxe. C'est une motivation qui nous permet, c'est-à-dire de donner de notre mieux pour être des acteurs donc, qui contribuent à la continuité de notre grande histoire. D'où l'importance justement de la préservation de ce patrimoine culturel marocain. On va un petit peu s'adresser à votre casquette d'architecte maintenant, donc, en parlant donc, des médinas historiques comme celle de Fès, de Marrakech, aussi l'Oudaïa de Rabat, enfin je ne peux pas toutes les citer, mais qui sont confrontés quelquefois aussi à l'usure. Donc, comment faire en sorte, de manière technique, quel est le défi aujourd'hui pour garder l'authenticité de ces espaces, de ces endroits qu'il faut maintenir, tout en les modernisant, peut-être pas modernisant, c'est pas le bon mot, mais en les revitalisant, en tout cas. Peut-être aussi les modernisant, peut être le bon mot, les modernisant techniquement, peut-être. Donc, en fait, ça, c'est un immense sujet. Donc, et il faut savoir que déjà, premièrement, au Maroc, donc, on a la fierté d'avoir 9 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça, c'est une immense fierté mondiale. Il y en a d'autres en cours. Hein. Et bien évidemment, il y en a plusieurs en cours. Donc, et on a 13 qui sont aussi classés immatériels, comme Tchboreda, comme le Qftan, comme c'est-à-dire Jlaba, comme aussi le savoir-faire, c'est-à-dire de l'irrigation dans les oasis. Donc ça, c'est aussi classé patrimoine mondial donc de l'UNESCO. Mais maintenant, restons focalisés sur le patrimoine matériel, donc architectural et urbanistique, et donc médina et tout ça. Donc, il y a plusieurs défis, bien évidemment. Donc, les anciens médinas, ils sont classés. Donc, on doit les préserver. Mais les anciens médinas, elles étaient conçus il y a plusieurs siècles, avec des besoins datant de plusieurs siècles. Aujourd'hui, on est en 21e siècle, on est en 2025, il y a de nouveaux besoins. Donc, il faut trouver un équilibre donc, dans la vision de réhabilitation, c'est-à-dire les corps d'état techniques, ils doivent être sur la pointe, c'est-à-dire ils doivent être de la technologie donc 2025 de pointe, mais les corps d'état architecturaux, ils doivent rester, c'est-à-dire fidèles, authentiques et fidèles. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire il y a déjà au Maroc, il y a une grande volonté, c'est-à-dire nationale. Donc il y a plusieurs milliards de dirhams qui sont investis dans ce secteur. Il y a plusieurs entités, c'est-à-dire publiques, semi-publiques, des personnes physiques et morales qui font beaucoup de travail depuis des décennies. Ça, on est fiers, ça c'est très bien. Mais comme on dit, il y a toujours room for improvement. Il y a toujours des challenges, bien évidemment, parce que c'est un secteur très compliqué. C'est-à-dire dans les maisons traditionnelles, par exemple, ou le bâti traditionnel dans le tissu médinal, donc il y a des matériaux qui sont assez compliqués. Donc on n'a pas du béton, c'est-à-dire on a des murs porteurs, donc en moellon, en pierre de taille, on a des enduits spéciaux, on a de l'acre, on a de la chaux, on a du plâtre, on a des planchers très spéciaux, et ça, c'est un savoir-faire qui est délicat et que pas tout le monde le maîtrise. Donc ça, c'est un challenge parce que voilà, il faut augmenter, c'est-à-dire les entreprises et les gens qui exécutent ces projets de réhabilitation, augmenter leur savoir donc traditionnel technique, parce que ce savoir-faire, c'est un millénaire, il est extrêmement, c'est-à-dire très bien réfléchi, parce que c'est des maisons qui sont régulées thermiquement, naturellement. Donc ces maisons, si elles sont, c'est-à-dire leur architecture est respectée, toutes les ouvertures qui étaient conçues au début sont toujours ouvertes et tout ça. Donc c'est des maisons qui sont thermiquement, climatiquement, on n'a pas besoin de climatisation, de clim, on n'a pas besoin de ventilation, c'est très bien fait. Mais aujourd'hui, il y a différents challenges, comme c'est-à-dire la déformation. On ferme des ouvertures, on dénature c'est-à-dire le dessin initial. Et donc voilà, il y a... Donc c'est ça le défi, c'est de ne pas dénaturer. De ne pas dénaturer, c'est-à-dire la réflexion conceptuelle, architecturale et technique. Parce que, comme je t'ai dit, c'est une technicité, c'est-à-dire c'est un maestria architectural. Parce qu'aujourd'hui, quand on conçoit des maisons, généralement on a besoin de clim, on a besoin de plusieurs équipements techniques. Alors que ces maisons, c'est des maisons qui sont réfléchies voilà, à fonctionner, c'est-à-dire en relation étroite avec la nature. Et donc, par exemple, il y a
comme j'ai dit, les challenges techniques, c'est-à-dire il y a les murs porteurs de ces maisons, c'est-à-dire ils ne peuvent recevoir que des peintures minérales, que de la chaux. C'est-à-dire il y a plusieurs gens aujourd'hui qui font du ciment et qui font des enduits, c'est-à-dire qui ne sont pas adaptés, des peintures qui ne sont pas adaptées, et ils suffoquent les murs. Donc il y a plusieurs soucis. Il y a aussi un autre souci, c'est-à-dire de l'entretien. Parce que, par exemple, il y a des familles, c'est-à-dire qui vivent dans des maisons depuis, c'est-à-dire en héritage, donc ils connaissent. Mais il y a d'autres familles qui viennent et qui vivent dans des maisons traditionnelles, donc ils ne font pas l'entretien. Donc, parce qu'il y a un code c'est-à-dire qui est hérité pour certains, qui ne l'est pas pour d'autres. C'est-à-dire qu'il faut faire l'étanchéité chaque année, il faut refaire la chaux chaque année. Donc c'est un entretien régulier. Et quand on ne fait pas ça, donc c'est là où on a c'est-à-dire les insalubrités. D'où l'importance d'essayer de maintenir cet équilibre. Vous parliez tout à l'heure de savoir-faire, effectivement, au niveau architectural, mais aussi dans d'autres secteurs. Quand on parle d'artisanat, vous parliez tout à l'heure d'un savoir-faire qui fait partie donc du patrimoine immatériel. Est-ce que cette transmission de savoir-faire est aujourd'hui justement menacée à l'ère de la technologie, de l'intelligence artificielle, des temps modernes, par l'industrialisation également de ces outils ou de ces produits? Bien évidemment. Alors, c'est aussi, encore une fois, un sujet qui est un peu vaste. Déjà, pour le savoir-faire, c'est-à-dire, on va dire, des grosses œuvres du bâtiment, c'est un peu en danger. C'est-à-dire des entreprises et des maçons qui vont bâtir c'est-à-dire en murs porteurs, en plancher, c'est-à-dire les geysers, avec les planchers en bois et tout ça. Il faut faire, c'est-à-dire on est en état d'urgence. Il faut, c'est-à-dire, consolider ceci, c'est-à-dire par le biais de process, c'est-à-dire académiques ou bien professionnels, ou bien voilà, créer des formations et tout ça. Par contre, pour le zlige, pour le gobs, c'est-à-dire la sculpture, il y a beaucoup d'efforts qui sont salués. Il y a une académie à Casablanca, il y a beaucoup d'efforts, mais tout de même, ce n'est pas suffisant. Il faut démultiplier ces efforts parce que même si on a de nouveaux artisans, mais ce n'est pas suffisant parce que les ma'allem, les anciens, maintenant ils commencent, c'est-à-dire ils sont très âgés et c'est-à-dire aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas assez de patience, parce que j'ai eu des discussions avec des artisans, c'est-à-dire les jeunes, ils n'ont pas assez de patience, c'est-à-dire pour hériter, parce que c'est un process qui est très très long. Donc il faut faire ces efforts individuels, mais aussi il faut faire des efforts, c'est-à-dire de structuration. Déjà, en ces temps-ci, en ces semaines, il y a eu l'annonce qu'il y a eu une carte de l'artisan, donc ça va être très bien. Donc on doit faire, parce que, c'est-à-dire, ils portent en eux un savoir millénaire, un savoir unique à l'échelle universelle, mais ils vivent, pour la plupart d'entre eux, voilà, ils vivent dans des conditions, c'est-à-dire plus ou moins précaires. Donc il faut, c'est-à-dire consolider les efforts pour leur octroyer c'est-à-dire un niveau de vie, leur octroyer, c'est-à-dire une gratification, c'est-à-dire qui va avec l'effort qu'ils font et qui va avec ce qu'ils portent en eux pour que, c'est-à-dire les jeunes et tout ça, voient que c'est un secteur qui est structuré, qui est porteur et qui est structuré et qu'ils peuvent se projeter en carrière. Voilà. Justement, puisqu'on parle d'un secteur porteur, très rapidement pour conclure, la préservation du patrimoine peut parfois être perçue, et je ne dis pas que c'est une vision juste, comme coûteux. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, pour conclure rapidement, nous expliquer à quel point c'est important d'abord et à quel point ça peut être un levier de développement économique pour notre pays? Bien évidemment. Alors, c'est-à-dire on doit prendre des exemples, c'est-à-dire de villes européennes comme Rome, c'est-à-dire comme exemple comme Paris, comme Berlin. Et quand on dit patrimoine, ce n'est pas toujours patrimoine, c'est-à-dire ancestral, architectural et tout ça. Il y a plusieurs types de patrimoine touristique. C'est-à-dire il y a l'histoire patrimoniale douloureuse, comme dans Berlin et tout ça. Et par exemple, dans Rome, c'est l'histoire de l'Empire romain. Et comment eux, c'est-à-dire ils créent un storytelling national et à l'échelle de chaque ville, avec une structuration, avec, c'est-à-dire une organisation extraordinaire, ce qui permet de lever des dizaines de milliards d'euros annuellement à travers ce tourisme patrimonial. Donc aujourd'hui, le Maroc, on a une chance extraordinaire. C'est-à-dire on a les oasis, on a la vallée de Daraa, on a des villes impériales comme Rabat, Meknès, Marrakech et tout ça. Donc, le Rif et donc les provinces sahraouis. Donc on a un immense potentiel. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts et il y a beaucoup de résultats. Mais dans tout ce qui est, c'est-à-dire
palpable, tout ce qui est, on va dire, hardware, tout ce qui est, c'est-à-dire les monuments, ils sont restaurés. C'est très bien. Ça, c'est très, très bien déjà. Mais je pense maintenant, on est à l'étape où il faut se focaliser sur ce qu'on appelle l'interprétation du patrimoine, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la médiation du patrimoine. Donc, il faut, c'est-à-dire, chaque monument, normalement, doit avoir son application, son site web, on doit avoir des pliables, des cartes, des signalétiques. Donc, on doit faire un effort sur, si on peut dire, le software donc de tout ça pour créer l'expérience. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais on doit focaliser sur le storytelling et sur l'expérience. Et ça, donc, si on fait ça, donc on va, c'est-à-dire on aura, c'est-à-dire un tremplin pour ce tourisme patrimonial, parce que déjà maintenant, il y a beaucoup de zones qui ne sont pas structurées et qui reçoivent un afflux énorme de touristes. Donc voilà. Et autre chose par rapport à ça qui est aussi très très importante, c'est à part c'est-à-dire les objets patrimoniaux dans la ville, c'est le tissu qui le connecte, c'est les espaces publics. C'est-à-dire l'espace public patrimonial. C'est-à-dire, je prends exemple comme Rabat, le centre-ville de Rabat, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine moderne. Ça, c'est très rare, une zone urbaine classée patrimoine mondial. Mais on retrouve qu'il y a toujours beaucoup de chaussées, qu'il n'y a pas de piétonisation. Donc, en gros, pour résumer, il faut, c'est-à-dire rendre la ville à l'échelle de l'humain. Il faut chasser les voitures des centres-villes, il faut miser sur la mobilité douce. Donc, c'est tous ces paramètres qui rendent cette expérience dans la ville humaine pour permettre justement d'apprécier ce paysage patrimonial très riche et très diversifié. Merci à vous, Ilyes Bougendar. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Je rappelle que vous êtes architecte et acteur associatif, notamment dans ce domaine de préservation du patrimoine culturel marocain. C'était un plaisir. Merci, le plaisir. Bon, merci beaucoup. C'est la fin de l'invité culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.